Et si on pouvait résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont considérés comme impossibles? C'est un peu ça la grande promesse qui émerge quand deux mondes absolument révolutionnaires se rencontrent. D'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre, l'informatique quantique. Franchement, cette fusion, elle pourrait bien redéfinir tout ce qu'on pense savoir sur les limites du calcul. Alors la grande question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Est-ce que les lois un peu bizarres de la physique quantique, vous savez, la superposition, l'intrication, est-ce que tout ça, c'est la clé qui va nous permettre de débloquer une IA de nouvelle génération bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui? Ok, pour y voir plus clair, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va définir ce qu'est l'apprentissage automatique quantique. Ensuite, on plongera dans la technique pour voir comment ça marche, ces fameux algorithmes. Après ça, on regardera les promesses, les applications de dingue qu'on nous fait miroiter. Et enfin, super important, on fera le tri entre le buzz et la réalité du terrain. Allez, on attaque direct la première partie, on va poser les bases. Qu'est-ce que c'est, au juste, cet apprentissage automatique quantique? On l'appelle aussi AAQ. En gros, pour faire simple, la AAQ, c'est le croisement de ces deux univers. L'idée, c'est de prendre des algorithmes de machine learning et de les faire tourner sur des ordinateurs quantiques. Le but du jeu? Profiter des propriétés vraiment uniques de la mécanique quantique pour, on l'espère, obtenir un avantage, un vrai boost de performance. Et c'est là que tout se joue. La différence fondamentale, elle est là. Un bit classique, celui de nos ordinateurs, c'est simple. C'est soit 0, soit 1. Point. Mais un qubit, le qubit, c'est autre chose. Il peut être 0, il peut être 1, mais il peut aussi être les deux en même temps. C'est ça, la superposition. Pensez à une pièce de monnaie qui tourne en l'air. Tant qu'elle n'est pas retombée, elle n'est ni pile ni face. Elle est un peu les deux. Et c'est justement cette capacité à explorer plein de possibilités en même temps qui donne à l'informatique quantique sa puissance de feu théorique. Et attention, cette puissance, ce n'est pas juste de la science-fiction. Regardez ce tableau. Ce qu'il nous montre, c'est la promesse d'accélération, mais vraiment hallucinante. Pour des algos comme l'ACP ou les SVM, on ne parle pas d'aller 10% plus vite. Non, on parle d'un gain exponentiel. Pour mettre ça en perspective, imaginez un calcul qui prendrait au plus gros supercalculateur du monde plus de temps que l'âge de l'univers. Eh bien, un ordinateur quantique pourrait en théorie le plier en quelques heures. Là, on change complètement de dimension. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour programmer ces machines si particulières? Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est une collaboration. Personne n'utilise un ordi quantique tout seul. On parle d'approche hybride, c'est-à-dire que l'ordinateur classique, le bon vieux PC, fait une partie du boulot et il délègue les calculs vraiment tordus, ceux où la magie quantique opère, au processeur quantique. C'est un travail d'équipe, en quelque sorte. On prend le meilleur des deux mondes. Et le modèle qui domine largement en ce moment, c'est l'algorithme quantique variationnel, ou AQV. Il faut imaginer ça comme un dialogue, une boucle entre le classique et le quantique. D'abord, l'ordi classique dit « voilà le problème ». Ensuite, le circuit quantique fait ses calculs complexes. Puis, on mesure le résultat. Et là, l'ordi classique reprend la main, regarde le résultat et dit « pas mal, mais on peut mieux faire. Je vais ajuster un petit paramètre ici. » Et hop, il renvoie le job au quantique. C'est exactement comme l'entraînement d'un réseau de neurones. On affine la solution petit à petit, à chaque tour de boucle. Alors voilà à quoi ça ressemble, le cœur du réacteur quantique. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en fait, l'idée est assez simple. Chaque ligne horizontale, c'est un qubit. Les petites boîtes, ce sont des opérations, des portes qui vont manipuler les qubits. Et le truc crucial à voir, c'est que certaines de ces portes ont des paramètres, ces fameux angles θ. C'est ça les manettes de réglage. C'est sur ces boutons que l'ordinateur classique va jouer pour affiner le calcul et guider le système vers la bonne solution. Bon, maintenant qu'on a une petite idée de comment ça marche sous le capot, la question c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tout ça? Quelles sont les applications qui pourraient potentiellement changer la donne? Et là, les champs d'application sont immenses. Prenez la chimie. On pourrait enfin simuler des molécules avec une précision absolue, un truc impossible aujourd'hui. Imaginez, créer des médicaments sur mesure ou des matériaux complètement nouveaux. Dans la finance, ça pourrait être l'optimisation de portefeuille avec des millions de paramètres, un casse-tête pour les ordi actuels. Et il y a un truc encore plus fou, on pourrait utiliser l'AQ pour analyser des données qui sont elles-mêmes quantiques. C'est un tout nouveau monde de l'analyse qui s'ouvrirait. Et cette citation, elle met le doigt pile sur le problème en chimie. Même pour une molécule pas si grosse, le nombre de façons dont elle peut se configurer est astronomique. Dans le jargon, on parle d'un espace de Hilbert gigantesque. Un ordinateur classique, il est complètement paumé face à cette complexité. Mais l'ordinateur quantique, lui, il est né pour ça. Il est naturellement fait pour se balader dans ces espaces immenses de possibilités. C'est, en gros, l'outil parfait pour ce genre de tâche. Ok, c'est le moment de redescendre un peu sur Terre. Parce que oui, la promesse est belle, mais il faut être lucide. On va maintenant regarder les énormes défis qui se dressent sur la route. Aujourd'hui, on est dans ce que tout le monde appelle l'ère NISQ. C'est un acronyme anglais qui veut dire en gros
quantique à échelle intermédiaire est bruitée. Ça veut dire que nos machines actuelles ont un nombre de qubits encore assez limité, et surtout, elles sont hypersensibles au bruit. Le moindre truc les perturbe et crée des erreurs. Le grand objectif, le Graal, c'est d'arriver à l'ère tolérante aux fautes. Là, on aura des machines avec des millions de qubits et des systèmes pour corriger les erreurs en permanence. Et des défis, dans cette ère NISQ, il y en a un paquet. La décohérence, c'est quand les qubits perdent leur état quantique. Ils oublient l'information. Le bruit, c'est comme des parasites qui faussent les calculs. Il y a aussi les plateaux stériles, c'est quand l'algorithme arrête d'apprendre. Il stagne. Et enfin, un problème très concret, comment on fait pour charger des tonnes de données dans ces machines fragiles? Bref, chaque point est un vrai chantier pour les scientifiques. Et ce graphique, il est parlant. C'est une illustration parfaite d'un de ces blocages. Ce qu'on voit, c'est que sur les machines actuelles, plus on met de données, plus le temps d'entraînement explose. Ça monte en flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, utiliser ces algos pour les problèmes de big data, qui sont au cœur de l'IA classique, eh bien ce n'est tout simplement pas encore possible. Alors, c'est quoi la solution à long terme? C'est ce qu'on appelle la correction d'erreurs quantiques. L'idée est assez géniale. Au lieu de se fier à un seul qubit fragile, on va en utiliser plusieurs pour créer un seul qubit logique, beaucoup plus stable. C'est la technologie clé pour le futur, mais ça demande énormément de qubits de très bonne qualité, et ça, on commence à peine à savoir faire. Donc, si on doit résumer, le message est clair. Le potentiel est absolument immense, c'est vrai. Mais la route pour y arriver est encore très longue. On est vraiment au tout début d'une nouvelle aventure informatique, mais il y a des verrous scientifiques et techniques énormes à faire sauter avant que ça devienne un outil du quotidien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Avec toutes ces promesses, mais aussi tous ces défis, quel sera le tout premier problème aujourd'hui insoluble qu'un ordinateur quantique va réussir à craquer? La découverte d'un nouveau médicament? La conception d'une batterie ultra performante? Le mystère reste entier. Merci d'avoir suivi cette plongée dans le monde du quantique.